Bien, aujourd'hui on va continuer avec nos vidéos consacrées au thème de l'angoisse. Et cette fois-ci, on va voir l'apport de Lacan pour cet argument. Pour commencer, on va raconter une petite histoire que Lacan même raconte lors de son séminaire consacré à l'angoisse, qui est cette histoire de la mantide religieuse. Et on va faire jouer un peu l'imagination. On a cette mantide religieuse et on se retrouve face à cette mantide religieuse. Et pour ne pas être dévoré par cette mantide religieuse, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend un masque, et faisons l'hypothèse que ce masque soit la figure d'une mantide religieuse. D'accord? Du coup, la mantide religieuse nous voit avec ce masque et ne va pas nous dévorer, parce qu'elle nous reconnaît comme faisant partie de son espèce. Et un autre détail important, c'est d'imaginer que ce qui va me rassurer, c'est que dans le globe oculaire de la mantide religieuse, j'arrive à voir le reflet de mon masque. On va donc faire l'hypothèse que ce grand miroir n'est autre que le globe oculaire de la mantide religieuse. Je mets le masque, je me vois, et le reflet sur le globe oculaire de la mantide, de me voir avec ce masque, me rassure parce que je suis rassuré qu'elle ne va pas me dévorer, parce qu'elle va me prendre comme aussi faisant partie de l'espèce. Attention maintenant, faisons que ce globe oculaire ne reflète plus l'image. Là, il y a un doute qui va commencer à s'imposer, qui est: est-ce que la mantide religieuse va continuer à me percevoir avec le masque? Et c'est quand ce doute devient une certitude que, eh bien, le masque tombe, et là surgit l'angoisse, parce que j'ai l'angoisse que, n'ayant pas le masque, ou n'ayant pas la certitude que la mantide religieuse me voit avec le masque, surgit l'angoisse d'être dévoré par la mantide religieuse. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, maintenant, tout le reste de la vidéo est un peu pour expliquer cette petite histoire. On va ouvrir une petite parenthèse dans l'histoire de la psychanalyse. Dans un premier temps, Freud s'est surtout intéressé, quand il a parlé de l'Édipe, à ce qui se passe chez l'enfant lorsqu'il se trouve entre 4, 5, 6 ans. C'est vrai qu'il a parlé de certains stades oral, anal, mais dans ce qui concerne la relation entre mère et enfant, il s'est surtout intéressé à la phase édipienne. Ce qui, par contre, avec les psychanalystes qui vont venir dans les années 20, 30, 40, ce serait plutôt de s'intéresser à travers des observations sur le terrain. Il suffit de prendre comme exemple Mahler, qui va observer pendant plusieurs mois des enfants qui sont avec leur mère dans la période qui va entre quelques mois et 4 ou 5 ans. Et ces psychanalystes vont donc surtout se concentrer sur cette relation qu'il y a entre la mère et l'enfant avant la phase édipienne. Et là, ils vont se rendre compte qu'il y a toute une première phase qui est une phase fusionnelle, qui va laisser l'espace, qui va laisser place à une séparation, à une volonté aussi, un désir de l'enfant de se séparer et de poursuivre sa propre voie. Il y a, comme disait Mahler, un moment particulier aussi où, entre les deux, où l'enfant veut être avec la mère, où l'enfant par contre veut se séparer de la mère, et là il va se séparer un petit peu de la mère pour revenir. Et la mère doit laisser l'enfant dans ce va-et-vient. Mais ça, c'est dans les conditions normales. Qu'est-ce qui se passe quand cela ne se vérifie pas? Ces psychanalystes ont découvert alors après des effets très néfastes, négatifs, à la fois sur le développement, à la fois après sur la possibilité de créer des terrains fertiles pour des futures problématiques et pathologies, même lourdes. C'est lorsque la mère ne va pas tenir compte de ce que l'enfant ressent, par exemple, ou va empêcher à l'enfant
de pouvoir se séparer, pouvoir suivre un peu son chemin. Eh bien, Lacan va surtout s'appuyer sur ces travaux-là. Et c'est pour cette raison que, à partir, et surtout dans ce séminaire consacré à l'angoisse, Lacan, à différence de tous les autres séminaires précédents, ne va plus tenir compte d'une lecture des textes de Freud. Alors que Freud avait écrit un livre, tout un grand développement sur l'angoisse intitulé Inhibition, symptômes et angoisse, Lacan va faire le choix de ne pas tenir compte de cet écrit. Alors que dans les séminaires précédents, il allait tout le temps faire des lectures, voire même des forçages pour dire voilà ce que Freud dit, il faut en tenir compte absolument, et ce que je dis, c'est un peu ça, c'est une lecture, c'est une relecture de ce que Freud dit. Pour l'angoisse, Lacan ne tient pas compte du tout de cela. Parce qu'il va s'appuyer sur ces travaux qu'on vient de citer, et donc ne va pas accepter l'idée et principe de tout cet écrit de Freud sur l'inhibition, symptômes et angoisse, qui est le point central, l'angoisse de séparation, se séparer. Alors, Lacan dira, c'est pas tellement le problème, angoisse de la séparation, c'est pas que l'enfant s'angoisse parce que la mère n'est pas là, c'est plutôt parce qu'il y a un empêchement, ou c'est plutôt, pour utiliser les mots de Lacan, l'expression de Lacan, c'est surtout quand la mère est tout le temps sur le dos de l'enfant. Et ce que va faire intervenir Lacan, à différence de ses travaux, de ses observations, de ses théorisations de ces psychanalystes post-freudiens qui se sont intéressés à cette phase pré-oedipienne, c'est celle de faire intervenir le père. Attention, ces psychanalystes avaient souvent aussi amené sur le tapis le fait qu'il y avait l'absence du père. Donc, Lacan s'appuie aussi sur cet aspect de l'absence du père. Ce qu'il va faire, c'est une interprétation détaillée avec ces outils qu'il avait mis en place depuis 7-8 ans lors de ses séminaires. Et il va parler de l'importance de l'intervention du père dans cette relation fusionnelle qu'il y a entre la mère et l'enfant. Et dans cette intervention, il va utiliser une notion freudienne qui est la castration. Alors que les autres psychanalystes ne parlaient pas du tout de ça. De toute évidence, s'il utilise cette notion, c'est pour en parler d'une manière bénéfique. C'est-à-dire que la castration, là, c'est pour séparer la mère de l'enfant. Alors que pour Freud, la castration était source d'angoisse. Pour faire cela, Lacan va rappeler qu'il fait une distinction entre trois registres, et dans ce cas-ci, de deux registres, le registre symbolique et le registre imaginaire. Donc il ne va pas nier les observations cliniques de Freud, dans le sens que oui, un enfant peut très bien avoir cette peur de la castration, mais c'est une peur de la castration imaginaire. C'est-à-dire que dans le registre imaginaire, l'enfant peut avoir peur de perdre le phallus. Par contre, la castration dont il parle Lacan ici, qui est bénéfique, qui permet cette séparation entre la mère et l'enfant, c'est la castration symbolique. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire intervenir? Pourquoi faire intervenir cette castration symbolique? C'est que dans un premier temps, la mère qui est là dans cette relation fusionnelle avec l'enfant, que l'enfant a dans cette relation fusionnelle avec la mère est perçue aussi comme la loi, c'est celle qui fait la loi. Alors que voilà, avec l'intervention du père, il y a une autre loi, c'est-à-dire que la mère doit tenir compte aussi, non seulement de sa loi à elle, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle demande, mais aussi d'une autre loi qui est la loi du père. Et donc là, elle est soumise à une castration, c'est-à-dire qu'elle n'est pas toute puissante, il y a quelque chose qui lui manque, elle doit aussi faire référence à une autre loi. Elle est soumise à la castration. Et grâce à ça, l'enfant peut après s'épanouir, devenir sujet et s'acheminer vers son épanouissement. Mais le prix à payer de cela est que lui, il ne peut plus faire un avec la mère et donc il est soumis à la castration. Castration symbolique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire un avec
avec la mère. Donc sa castration, à lui, dépend de cette castration de la mère. Et voilà que cela permettra à l'enfant, après, d'avoir un développement tout à fait sain. Mais attention, dans les cas où cela se passe pas comme ça, ou bien dans le futur, si l'adulte, l'enfant devenu adulte, se trouve dans des situations où ce manque dans l'autre vient à manquer, si ce manque dans l'autre n'est plus présent, bien voilà que sa condition de sujet vient à disparaître, et là surgit l'angoisse. On peut maintenant revenir à la petite histoire du masque du début qu'on avait raconté. Eh bien, voilà, ce grand miroir qui est le globe oculaire, on disait, de la mentalité religieuse, quand elle nous permet, voilà, de refléter notre image, eh bien, c'est ce manque dans l'autre. C'est la castration dans l'autre. Par contre, voilà, quand ça s'efface, ce reflet dans le miroir, voilà que surgit, après, quoi? Eh bien, cette division qu'on avait entre ce qu'on donne à voir et ce qui cause le désir n'apparaît plus. Donc ma division subjective n'apparaît plus et le sujet en tant que tel vient à disparaître. Voilà l'explication. À la prochaine vidéo. Au revoir.